Ces derniers mois, les Caraïbes se sont retrouvés au centre de l'attention stratégique internationale. La convergence des différends énergétiques, des manœuvres militaires et des déclarations incendiaires a révélé un contexte où de petits mouvements peuvent engendrer des bouleversements géopolitiques majeurs. Dans le contexte mondial actuel, marqué par une compétition ouverte entre puissances, le développement des opérations hybrides et le recours calculé à la provocation aérienne, chaque survol, chaque interception et chaque geste technique véhicule un message politique qui dépasse l'acte lui-même. C'est dans ce climat qu'une rencontre tendue entre des avions vénézuéliens et le porte-avions le plus moderne des États-Unis a servi de laboratoire grandeur nature pour illustrer comment les crises naissent, s'aggravent et peuvent franchir des frontières invisibles. Le porte-avions USS Gerald R. Ford naviguait en eaux internationales dans le cadre d'une opération de dissuasion que Washington renforce depuis que Caracas a intensifié sa coopération militaire avec ses partenaires extra-régionaux. Pendant des semaines, les analystes ont observé que les avions vénézuéliens effectuèrent des patrouilles de plus en plus audacieuses, volant plus bas et plus près des routes empruntées par les navires américains. Il ne s'agissait pas d'attaques, mais de démonstrations de force. Dans le contexte géopolitique de la côte Caraïbe, ces démonstrations de force constituent des tentatives de remettre en question le discours dominant sur la suprématie régionale des États-Unis. C'est lors d'une de ces récentes patrouilles que l'événement s'est produit. À l'horizon, 2 points seulement sont apparus, fonçant vers le groupe aéronaval. En quelques minutes, les points se sont révélés. Il s'agissait de chasseurs vénézuéliens K-8, rapides, arrivant sans communication, sans protocole d'identification aérienne et suivant une trajectoire délibérément agressive. Sur le pont d'envol, les marins interrompirent instinctivement leur tâche, mais personne ne paniqua. Le Ford était conçu et entraîné pour gérer ce genre de situation. Les aviateurs vénézuéliens descendirent à basse altitude, croisèrent la proue du porte-avions en vol rasant et amorcèrent un virage serré. Une manœuvre d'intimidation classique, utilisée par les pays cherchant à affirmer leur souveraineté sur un espace aérien contesté. Mais contrairement à ce qu'auraient fait de nombreuses forces, le porte-avions ne modifia pas sa trajectoire. Le commandement ne fit que confirmer ce que la doctrine américaine répète depuis des décennies. On ne réagit pas au bruit, on ne change pas de cap à des fins théâtrales. À l'intérieur, au centre d'information de combat, les opérateurs surveillaient tout grâce à des capteurs thermiques et des radars. Ils ont constaté que les appareils étaient désarmés. Cela révélait non pas une attaque mais un calcul politique, provoqué sans enfreindre explicitement les règles qui justifieraient une riposte militaire. C'est la zone grise des opérations de pression, où chaque camp tente de sonder les limites de l'autre. Alors que l'échange semblait s'arrêter là, la situation changea. De nouveaux appareils apparurent sur le radar du groupe aéronaval, approchant rapidement et prenant de l'altitude. 2 avions avaient battu en retraite, mais d'autres surgissaient, 4 au total, en formation plus resserrée. Ce type de répétition, à un intervalle aussi court, est rarement fortuit. Le Venezuela, confronté à des tensions internes et à des différends territoriaux régionaux, cherchait à démontrer qu'il n'accepterait pas une présence américaine à proximité de sa zone économique exclusive. Et les États-Unis, de leur côté, ne pouvaient reculer sans envoyer le message inverse. Face à cette situation qui se dégradait rapidement, Ford a mis en œuvre le protocole standard, le déploiement de 2 Super Hornet. Décollage rapide, catapulte à pleine puissance, pilote concentré sur l'essentiel, intercepter, observer et empêcher la situation de dégénérer. Il ne s'agissait pas d'affrontement, mais d'éviter que la situation ne devienne imprévisible. La communication avec les Vénézuéliens fut immédiate et tendue. Les pilotes américains exigèrent de s'identifier. La réponse fut une accusation. Vous violez le territoire bolivarien. Il s'agissait d'un discours stratégique. En affirmant sa domination sur un espace que la communauté internationale reconnaît comme eaux internationales, Caracas cherche à démontrer, à ses propres yeux comme à ceux de ses alliés, qu'elle projette sa puissance au-delà de ses côtes. Les chiens K-8 ont effectué un passage extrêmement rapproché, frôlant presque l'avant d'un Super Hornet. Pour des militaires entraînés, une telle manœuvre n'est pas seulement dangereuse, c'est un message.
Le pilote qui survole l'appareil adverse à grande vitesse, à quelques mètres seulement, indique qu'il est prêt à prendre des risques. Mais prendre des risques à proximité d'un porte-avions nucléaire américain n'est pas une décision de pilote, c'est une décision politique. La distance entre eux se réduisait rapidement. Sur le Ford, les systèmes de défense automatique, comme le Phalanx, suivaient chaque mouvement sans engager le combat. Un simple ordre suffisait pour qu'une salve de projectiles détruise l'avion vénézuélien en quelques secondes. Mais l'objectif stratégique américain était précisément l'inverse: éviter que cet incident ne serve de prétexte à une escalade internationale. Lorsque les K-8 piquèrent à nouveau, survolant le destroyer USS Thomas Sudner et se plaçant sur la trajectoire des chasseurs américains, l'atmosphère atteignit sa limite. La moindre oscillation pouvait provoquer une collision. Une collision accidentelle entre avions de chasse militaire au-dessus de navires de guerre étrangers équivaut, en pratique, à une incitation à la riposte. Un événement qui, dans des régions politiquement instables, peut être interprété comme une attaque. Mais la discipline opérationnelle américaine a prévalu. Les avions de chasse ont maintenu la distance calculée, enregistré toutes les données vidéo et les données des capteurs, et suivi le guidage basé uniquement sur l'observation. Les Vénézuéliens ont alors battu en retraite, mais pas complètement. L'un d'eux a effectué une orbite plus large, comme pour bien faire comprendre « Nous vous voyons, nous vous avons repéré ». C'est durant cette orbite que l'un des radars vénézuéliens a brièvement émis une impulsion de marquage. Ce type d'impulsion ne correspond pas à un verrouillage de missile, mais c'est l'équivalent militaire d'une tentative de tir sans action. Il s'agit d'un avertissement, d'une provocation et d'un test. Le Ford n'a pas réagi. Aucune arme n'a été activée, aucune modification de cap n'a été apportée. La décision tactique a été d'enregistrer l'intégralité des événements. Pour les États-Unis, ces données serviront à étayer leurs arguments diplomatiques. Pour le Venezuela, elles seront présentées comme une preuve de résistance face à une puissance militaire supérieure. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Peu après, les médias d'État vénézuéliens ont diffusé des images déformées, affirmant que leurs avions de chasse avaient forcé le porte-avions à s'éloigner. Or, quiconque suit les opérations navales sait que le Ford n'a pas bougé d'un millimètre. Il a maintenu son cap et sa vitesse, conformément à sa doctrine. La réaction internationale fut immédiate. Les pays de la région commencèrent à surveiller le risque d'escalade. Les nations voisines, soucieuses de la stabilité des Caraïbes, notamment celles qui dépendent des routes commerciales, y virent un signe inquiétant. Chaque provocation aérienne à proximité d'un porte-avions crée un précédent, et les précédents influencent les comportements. Au Pentagone, les analystes ont examiné chaque seconde enregistrée par les capteurs. Conclusion. Il ne s'agissait pas d'une attaque, mais d'une opération de pression à visée de propagande intérieure et de démonstration de force extérieure. Sur leur influence, sans recourir à une guerre ouverte. Cet épisode a mis en lumière un point fondamental. Dans les conflits modernes, les armes sont importantes, mais la discipline l'est encore plus. Le Ford possède une technologie capable de neutraliser les menaces avant même qu'elles ne se rendent compte qu'elles ont été détectées. Cependant, sa véritable force résidait non pas dans sa capacité de tir, mais dans son aptitude à ne pas tirer. Lorsque des aéronefs provenant d'un pays instable ou soumis à des pressions politiques s'approchent d'une force stratégique majeure comme un porte-avions nucléaire, le risque ne réside pas dans une guerre planifiée, mais dans un accident, dans une erreur humaine, dans un pilote volant trop bas se rapprochant de trop près du réagissant. Car c'est dans ces moments d'inattention, qui durent moins d'un clin d'œil, que naissent les incidents internationaux. Le Venezuela a joué sur le récit. Les États-Unis ont joué sur la doctrine. Caracas voulait provoquer une réaction pour en tirer un avantage politique. Washington voulait éviter une crise régionale. Les deux pays ont partiellement atteint leurs objectifs. Mais l'équilibre entre démonstration de force et conflit réel est toujours instable. Cet épisode a rappelé au monde entier que la sécurité dans les Caraïbes n'est pas seulement navale, elle est aussi psychologique. Celui qui maîtrise le discours contrôle la perception. Et celui qui contrôle la perception contrôle la légitimité. C'est pourquoi chaque mouvement aérien, chaque orbite tendue, chaque réaction mesurée compte. La véritable question est maintenant de savoir ce qui va se passer ensuite.
Le Venezuela ne montrera aucun signe de fléchissement, les États-Unis non plus. Les autres pays de la région observent attentivement, cherchant à déterminer si le climat évoluera vers davantage de provocations ou vers une approche plus diplomatique. Les Caraïbes sont trop petites pour se permettre de graves erreurs, et trop vastes pour qu'un incident puisse être ignoré. Aucun coup de feu n'a été tiré. Aucun avion ne s'est écrasé. Aucun navire n'a été dérouté. Mais, stratégiquement, tout a changé. Car un nouveau schéma se dessine. Caracas a compris qu'elle pouvait prendre davantage de risques. Washington a compris qu'elle devait renforcer sa présence militaire. Et toute la région a constaté à quel point la frontière entre manifestations et conflits se réduit. Au final, ce qui a marqué cet épisode, ce n'était ni le radar, ni les moteurs, ni les systèmes automatiques. C'était le discernement. Dans un monde où des incidents imprévus peuvent engendrer des crises internationales instantanées, la capacité à maintenir la discipline, même face à une provocation extrême, est la nouvelle forme de pouvoir. Et ceci nous amène au dernier point de ce rapport. Si la prochaine provocation est encore plus basse, plus rapide et plus rapprochée, croyez-vous que la discipline continuera de prévaloir, ou la logique de la dissuasion exigera-t-elle enfin une véritable riposte?